Salut les fous ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Ça y est, l'Euro est terminé, il est l'heure de conclure notre série sur l'Euro. C'est parti! Salut Colin! Bon alors, pas trop triste que l'Euro se termine? Salut Johan, bah oui et non. D'un côté, c'est quand même une magnifique fête du football. Personnellement, j'ai adoré regarder cet Euro. Ça me fait un peu de peine que cet Euro se termine déjà, on va dire. Mais d'un autre côté, c'est aussi le moment où notre marathon de vidéos s'arrête. Ça va nous permettre de dormir un petit peu plus. Et ça, pour être honnête, je dis pas non. Faire des vidéos de 23h à 1h du matin, c'était vraiment bien. N'empêche que ça a quand même bien aidé, puisque en tout cas on a l'impression d'avoir touché peut-être pas un nouveau public, mais on a touché plus de gens. En tout cas cette série a permis de bien augmenter le nombre d'abonnés, on a eu un peu d'interactivité dans les commentaires. Donc merci pour ça, c'était aussi le but de cette série-là, et on est très content, on a l'impression que ça vous a plu. Exactement. Et du coup, on est là pour ce dernier épisode de cette série sur l'Euro. Un petit débrief de la compétition. Mais avant, un petit débrief de la finale. On a décidé de juste sortir un point clé chacun de cette finale pour expliquer un petit peu comment on l'a ressenti nous, sans aller trop dans les détails. Mais voilà, juste expliquer un petit peu ce qu'on a vu pendant ce match. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Alors moi, franchement, un des premiers points qui m'a marqué, c'est l'ambiance générale qu'il y a eu à Wembley, en fait. On sentait qu'il y avait une espèce d'effervescence. Alors oui, il y avait énormément de supporters anglais, quand même quelques supporters italiens. Ça s'est frité peut-être un petit peu au début, les hymnes nationaux. En tout cas, l'hymne national italien a été sifflé par les supporters anglais, ça j'ai moins apprécié. Mais en tout cas, toute cette ambiance a quand même bien pesé sur la finale. Je pense que ça a donné un coup de boost assez fou à l'Angleterre. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont marqué au bout de 117 secondes de jeu, quelque chose comme ça. Et en plus, ça a complètement anesthésié l'équipe d'Italie qui, à cette première mi-temps, a eu beaucoup de peine. Oui, effectivement, c'est vrai que ce public complètement acquis à la cause des Anglais, avec un Wembley quasiment plein, alors déjà, qu'est-ce que c'est agréable de revoir du public, de réavoir une ambiance, mais c'est vrai que ça devait être compliqué pour les Italiens parce que tu joues vraiment à l'extérieur, puis tu es un peu tétanisé par l'enjeu et tu prends un but après moins de 2 minutes. Mais heureusement, il y a quand même un homme qui a permis à cette équipe d'Italie de se relancer, c'est Gareth Southgate. Parce que oui, le coach anglais a, d'après moi, tout raté dans cette finale. Déjà, je suis pas convaincu de la composition. Je trouve vraiment dommage, en sachant que tu as encaissé un seul goal sur toute la compétition, je trouve vraiment dommage d'arriver avec une défense à 5. En plus, Luke Shaw a marqué, donc difficile de critiquer, mais tu mets pas un Ben Chilwell qui est habitué à ce dispositif et que tu mets quand même Luke Shaw qui est plutôt habitué à une défense à 4. Ça s'est senti d'ailleurs durant le match. Euh, je trouve que tactiquement, c'était pas top à ce niveau-là. L'Angleterre, après, a gentiment baissé en intensité. Ils étaient beaucoup plus attentistes. Tu sentais qu'ils jouaient le 1-0, mais beaucoup trop. Ils jouaient super bas alors qu'on jouait la 60e minute. Ils étaient déjà quasiment tous dans leur surface. C'est naturellement que les Italiens ont marqué. Les changements aussi de Southgate, ils arrivent beaucoup trop tard. En prolongation, c'est fou, mais tu sentais que l'Italie avait plus les jambes. Eux, ils avaient encore 3 changements potentiels à faire. Et Southgate attend la 118, 119, 120e minute, je sais plus par là, pour faire rentrer Rashford et puis Jadon Sancho, Sancho, ouais. qui ont touché un ballon, puis après ils sont allés au tir au but, et surprise, oh non, ils ont raté. Euh, c'est absurde, c'est absurde. Southgate, il a tout raté, et si l'Italie est championne d'Europe aujourd'hui, c'est en partie grâce à Southgate d'après moi. Je suis tellement d'accord avec toi, même si j'ai l'impression que, alors oui, il a loupé sa finale, mais en fait c'est triste de voir l'Angleterre jouer comme ça. Dans le sens qu'ils ont une équipe de feu, on en parlera d'ailleurs après, et en fait tu te dis mais pourquoi est-ce que Southgate il n'a pas un jeu plus offensif? Enfin voilà, je peux que être d'accord avec toi et c'est sûr que je pense que si l'Angleterre avait eu un autre sélectionneur, certainement que la finale aurait été différente. Du coup, on va passer aux enseignements qu'on a eu durant cet euro. On a chacun choisi 2 enseignements et on va essayer d'en débattre un peu ensemble. Et vu que tu parlais de Southgate, je te propose de commencer avec mon Je enseignement. t'en prie. Et c'est justement que, d'après moi, cette équipe d'Angleterre n'a besoin que d'un bon coach pour devenir un des grands favoris des 2, 3 prochains rendez-vous internationaux. Cette équipe, en sachant qu'elle a proposé un jeu minable. Elle est allée en finale de l'Euro. Elle était à 2 tirs au but réussis de gagner le titre. Elle est impressionnante. Il y a tellement de qualité partout. Il n'y a pas de point faible, sauf sur le banc. Et je pense que s'ils avaient eu un vrai coach, cette équipe aurait déjà été injouable aujourd'hui. Alors l'an prochain à la Coupe du Monde, avec un vrai coach, ça pourrait être vraiment compliqué de les jouer.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu ce qu'on disait d'ailleurs dans nos vidéos de preview de l'Euro. Quand on parlait des favoris et des challengers, on mettait quand même l'équipe d'Angleterre comme étant une bonne équipe, mais surtout que ça allait être une très grande équipe dans les prochaines années et les prochaines compétitions. J'aurais peut-être aussi un petit mot pour l'Italie. Et d'ailleurs, ce sera moi-même mon propre enseignement parce qu'on disait aussi que l'Italie avait une équipe jeune, un petit peu ce bon mix entre vieillard et puis jeune pousse. Et pour moi, en fait, l'Italie, bah moi, c'est un petit peu mon coup de cœur pour cet euro. C'est aussi, je pense, l'équipe, la meilleure équipe du tournoi en fait. Et c'est aussi pour ça que je suis content que l'Italie ait gagné, c'est parce que ils ont montré un jeu qui était très offensif, ce qui est plutôt étonnant parce que moi, si on parle de l'Italie en foot, je pense forcément à un jeu très défensif où on va vraiment parquer le bus derrière. Et Le là, catenaccio. le catenaccio, c'est ça. Et là, l'Italie n'a pas du tout fait ça. Ils ont produit un jeu qui était magnifique, un milieu de terrain qui survolait tout. Alors, Barella a été grillé à la fin, mais il a quand même fait un super euro. Locatelli aussi. Enfin voilà, le milieu de terrain était génial. Chiesa qui a fait une compétition géniale. Et du coup, je tiens quand même à le placer parce qu'il faut le placer à un moment. On n'est pas bon en pronostic, mais la vidéo que j'avais faite de preview non, des quarts, demi et finale, eh ben n'empêche que j'ai quasi fait tout juste, j'ai fait qu'une seule erreur, donc je veux plus entendre dire que les fous du ballon sont pas bons en pronostic. Non, il y a en tout cas 50% des fous du ballon qui s'en sortent plutôt bien. Non, mais je suis d'accord avec toi, l'Italie, c'est un très beau vainqueur. C'est l'équipe qui a été la plus agréable à regarder jouer tout au long de cette compétition. Il y a eu les huitièmes de finale face à l'Autriche, où c'était un peu décevant, mais le reste, cette équipe a été tellement dominante. C'était impressionnant, c'était vraiment chouette à les regarder jouer. Et encore aujourd'hui, du coup, ça fait quoi? 37 matchs de suite où ils sont invaincus. Mancini nous fait un travail assez extraordinaire du côté de l'Italie, ouais. Du coup, est-ce que tu veux nous donner ton prochain enseignement? Bah là, on a abordé des équipes spécifiques. Là, je vais aller sur un enseignement un peu plus général, un peu plus global. C'est un petit peu la supériorité des groupes face aux individualités. Je m'explique parce que c'est assez abstrait. Euh, Ces équipes qui ont des superstars, elles n'ont pas brillé, mais c'est souvent les équipes avec des groupes très très soudés, prêts à se sacrifier les uns pour les autres. C'est surtout ces équipes qui ont marché. C'est pas pour rien qu'on a eu un Danemark qui allait en demi-finale, une Suisse qui a réussi à éliminer la France, même l'Angleterre qui est quand même assez soudée, ou encore plus l'Italie. L'Italie, c'est pas la victoire de quelques stars, c'est la victoire d'un groupe. Et je trouve que cette année, on a vraiment vu que les équipes les plus soudées, c'était les équipes les plus efficaces, et en tout cas qui ont réussi à créer les différences au moment où il le fallait. Et ça fait plaisir parce que c'est le football que je veux voir. Alors toi, tu fais le lien par équipe. Moi, je ferai le lien aussi au niveau des individus ou des individualités. Je trouve que ce qui a manqué à cet euro, c'est une star qui a un petit peu marché sur le tournoi ou au contraire, un jeune qui a vraiment explosé, un peu à la manière d'un James Rodriguez qui a explosé au Mondial 2014 avec la Colombie. Et en fait, bah, quand on voit un petit peu les joueurs qu'on ressort de cette compétition-là, et bah, tu te rends compte qu'il n'y en a pas vraiment. Et quand tu regardes qui est le meilleur joueur du tournoi, tu réfléchis, tu vas regarder sur Internet qui c'est et tu te rends compte que c'est Donnarumma. Alors très bon Donnarumma, hein, mais ce n'est pas forcément le joueur extraordinaire qui vient en tête. Je pense à la comparaison avec Messi pendant la Copa América qui a eu lieu du coup en même temps que l'Euro et qui lui a roulé sur le tournoi et c'est normal qu'il soit élu meilleur joueur. Je me demande en fait si l'absence ou la mise en retraite de ces stars, c'est pas dû au calendrier complètement foot cette année. Parce que quand même, faut le rappeler, les joueurs des grandes équipes ont joué quasiment pendant tout l'été passé pour rattraper déjà la fin des championnats. Après, il y a eu ceux qui sont partis faire la Ligue des Champions, le Final Eight, etc. Puis la saison a repris 2 semaines après. Et en fait, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont eu des entraînements, ils n'ont quasiment pas eu de vacances, peut-être une semaine à Noël, même ceux qui jouent en Angleterre, même pas, parce qu'il y a le Boxing Day. Euh, Ils n'ont pas fait de pause, ils étaient tout le temps sur le pied de guerre. Et je pense qu'à force, ça devient compliqué. Alors Messi l'a quand même fait de son côté, donc ce n'est pas infaisable. Mais je me demande si ce n'est pas ça qui explique en partie le fait qu'on n'ait pas vu deux stars réellement rouler sur cette compétition. Ah, du coup, ça tombe bien parce que ça tombe un petit peu sur mon dernier enseignement qui est en fait le format global de l'euro. Moi, j'ai trouvé ce format quand même assez décevant. Il y a eu beaucoup d'inégalités. Alors oui, il y a eu le Covid, ça fait que certains stades étaient remplis, d'autres pas. Donc certains avaient de l'ambiance, d'autres pas. Il y a des équipes qui jouent à domicile, d'autres pas. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Je pense aussi au niveau voyage en fait.
Il y a des équipes qui ont fait des millions de kilomètres pour jouer leur match. Je pense à la Suisse qui a fait un Bakou, Rome, Bakou, Bucarest. Bucarest. Ouais. Et à l'inverse, tu prends l'équipe anglaise qui en fait a joué 6 de ses 7 matchs à domicile. Tu te dis, ouais, pour 1 euro, c'est pas très juste et je pense que ce format-là, il faut pas le refaire. Je suis d'accord. Et en plus, tu as moins ce principe fête du football. Normalement, moi, ce que j'aime aussi dans cet euro ou dans le mondial, c'est qu'il y a un focus sur un pays ou un groupe de petits pays et on apprend un peu plus la culture footballistique là-bas. Et il y a aussi une ambiance, il y a un engouement dans ce pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'a manqué personnellement. Parce que c'est vrai que là, en fait, on va que dans des villes qu'on connaît ou à bas coût, mais tout le monde s'en fout. Euh, mais voilà, on est moins intéressé par ça parce qu'on connaît ces endroits. Et c'est dommage parce que c'est des stats qu'on a l'habitude de voir constamment et c'est de nouveau ces stats qu'on voit là. Ouais, j'espère que l'ancien format reviendra. Oui, je pense, mais j'ai vu que Seferin, le patron de l'UEFA, il a dit qu'il n'était pas très chaud, donc certainement que ça ne reviendra pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette série sur l'euro avec toi, avec vous. Vous êtes 2 fois plus d'abonnés qu'au début de cette série et ça nous fait super plaisir, ça nous encourage beaucoup à continuer. Je suis content aussi de te retrouver sur le canapé, hein, parce que c'était sympa ces vidéos seules, mais j'aime bien nos interactions à deux. En tout cas, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous avez retenu de cette compétition, ce que vous avez aimé, pas aimé, et aussi le petit joueur qui vous a fait rêver pendant cette compétition. Et nous, on vous dit déjà à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!